A million old soldiers will fade away, but a dream goes on forever. I'm left standing here, I got nothing to say. All is silent within my dreams. A thousand true loves will live and die, but a dream lives on forever. Bonsoir et bienvenue dans Push Start, votre rendez-vous avec l'information. On nous signale à l'instant que la fille du président des États-Unis d'Amérique vient d'être kidnappée. Et bien que cela n'ait aucun rapport, un agent américain vient d'être dépêché en Espagne où il s'empresse d'effectuer un génocide. Tout de suite, des images de notre envoyé spécial sur place. Resident Evil 4 Wii Edition, nous revoilà dans le vieux schéma classique du portage sauvage sur Wii qui n'apporte rien grand chose et qui est fait par une compagnie super connue, méga classique, qui cherche juste à se faire encore un tout petit peu plus de fric. Seulement, c'est pas le remake de la première bouse venue, les gars, et les filles aussi. Enfin, tout le monde salue en fait. C'est le remake de l'un des plus grands jeux de tous les temps, Resident Evil 4. Qu'est-ce que cette version a en plus de la version GameCube et PlayStation 2 ? C'est simple. Par rapport à la version GameCube, nous avons enfin une sortie en 480p. Pour ceux qui ont une téloche qui peut le faire, c'est tant mieux pour eux. Donc un vrai format 16 neuvième et pas un format 4 tiers avec un petit peu du noir en bas et du noir en dessous pour faire 16 neuvième, mais un vrai mode 16 neuvième. En plus le mode Mercenaries qui est un mode genre... bute tout le monde à la foire, vas-y mec, ouais, yo toc toc toc, wesh wesh. Plus deux scénarios, mini-scénarios qui sont sur Ada Wong, la femme qui est dépêchée par Wesker, oh là j'en ai déjà trop dit, pour surveiller les actions de Léon. Nous remarquerons qu'ils se sont rencontrés dans Resident Evil 2. Alors pourquoi est-ce que je vais vous dire du bien pendant 3 minutes du remake de Resident Evil 4 sur Wii ? Tout simplement parce que Resident Evil 4 c'est d'abord un grand coup de poing vachement couillu dans la gueule. C'est pas Resident Evil 0, c'est pas Resident Evil 1, c'est certainement pas Resident Evil 2, c'est certainement pas Resident Evil 3, c'est un tout nouveau jeu. Wouh ! C'est un tout nouveau jeu avec tout ce que ça comporte. On en a fini des puzzles à la con, tu te trimbales 4 heures dans une maison désaffectée à buter du chien et à violer des nains pour récupérer des morceaux de puzzle que tu vas aller pouvoir mettre dans tes poches. Mais fais gaffe, ton flingue et tes balles prennent aussi de la place dans tes poches, pareil que ton spray de vie ou ton herbe verte qui est là pour te retaper. Donc fais attention, tu vas pouvoir faire attention à devoir ramasser des objets, mais pas trop, et en garder bien 1 ou 2 espaces vides au cas où tu ferais des découvertes. Non, ça c'est fini, c'est fini. Il y a un nouveau système d'allocation de l'espace qui prend la place d'une petite attachée case que l'on peut augmenter et upgrader chez le marchand, ainsi que les armes que l'on achète et que l'on trouve dans le jeu, que l'on peut upgrader chez le marchand, qui est très drôle avec son petit accent écossais et son What are you buying ? Particulièrement pornographique, si je puis me permettre. Nous avons aussi un nouveau scénario. Ici, point de zombies, mes amis. Non, point de zombies. Mais des gens infectés par Las Plagas, un parasite qui contrôle le cerveau de l'utilisateur, qui est utilisé par Los Illuminados, une bizarre secte totalitariste qui cherche à augmenter son influence sur le niveau international en plaçant des agents qui sont contrôlés par eux-mêmes. Alors, c'est pas extraordinaire, c'est pas un scénario qui vaut le Pulitzer ou un Goncourt ou quoi. Oh, de l'herbe verte, fraîche, rafraîchissante, guérissante. C'est pas un scénario génial évidemment, mais c'est un bon scénario pour un Resident Evil qui ose briser avec la tradition des jeux avec un balai dans le cul, des héros un peu ridicules en action, et surtout, c'est surtout le Resident Evil qui nous a amené finalement le plus d'action au mètre carré, le plus de meurtres, le plus d'efficacité. C'est très violent, c'est gore, ça tourne sur des machines de malades qui sont pas chères du tout. Il faut le choper. Alors, les autres différences de version Wii par rapport à la version traditionnelle, dirais-je, c'est évidemment le réticule de visée. Le fait que plusieurs actions sont mappées au mouvement de la Wiimote, que ça fonctionne pas si mal, à part le reload, bizarrement. On peut esquiver certains actes pendant les Quick Time Events en bougeant sa Wiimote, au lieu de devoir bouger tout son corps, ou alors en utilisant la Wiimote et le nunchuck. Voilà le marchand. Welcome. Magnifique. C'est probablement, et je vais le répéter encore une fois pour qu'on puisse bien dire que je suis un connard, mais c'est l'un des plus grands jeux de tous les temps. Il serait stupide de s'en passer si vous ne l'avez pas déjà. Si vous l'avez déjà, vous pouvez vous en passer, parce que les bonus qu'il y a ici sont à peu près les mêmes que sur la version PlayStation 2 et PC, que c'est pas vraiment plus beau, que la jouabilité fonctionne, mais c'est à peine... Ce qui marche le mieux, la grande révolution, c'est évidemment de pouvoir viser là où on tire. C'est
Personnellement, j'avais un hit ratio de à peu près 78% sur GameCube et je suis passé à 88-99, pour vous donner une idée. Il y a vraiment moyen de profiter du système pour améliorer ses performances et c'est relativement efficace, c'est totalement magnifique. On remarquera, petite anecdote, que si ce jeu a été annoncé en 2001, il n'est sorti qu'en 2004 après 4 pré-versions non successful. Et on remarquera que la première version proposée sur PlayStation 2 est devenue Devil May Cry. C'est pour ça que Léon ressemble à Dante. Fou, hein? Cinéma avec la suite tant attendue d'une des plus grandes séries cinématographiques jamais créées. Je parle bien entendu du flic de Beverly Hills, d'Ingmar Bergman. Le flic de Beverly Hills, ouais. Ou comment ramener une licence à la vie qui n'avait jamais eu besoin d'être ressuscitée. Atomic Planet est responsable de la création de ce jeu et Blast Entertainment est responsable d'avoir édité cette bouse et de l'avoir rendu disponible à des gens assez cons comme moi que pour l'acheter, pour le tester. Alors, est-ce qu'Axel Foley, qui était quand même joué par Eddie Murphy, est devenu blanc et a envie de me carrer toute sa main dans le fondement, ou est-ce qu'il me fait simplement « OK » avec sa main comme il le ferait d'habitude? Je n'en sais rien. Je n'ai même pas envie de le savoir. Ce jeu, sorti en 2006, est probablement arrivé 20 ans trop tard et sur une console beaucoup trop puissante pour elle. Regardons le scénario, il va falloir se filer dans un garage à nuit tombée et chercher des preuves qui inculperaient des voleurs de voitures. Admirez, c'est magnifique. Par contre, ils sont arrivés à bien faire le petit mouvement de main d'Eddie Murphy quand il prend son flingue. Seulement, il ne le fait pas toutes les 2 secondes, les enfants. Commençons à attaquer à sec. Framerate irascible, jeu poussif, jeu hideux. Gameplay dépassé par GoldenEye. Une merde. C'est surtout un jeu d'infiltration en mode FPS, système qui n'a jamais fonctionné, qui ne fonctionnera probablement jamais, à part dans Dark Project, Thief et ses suites. Pour vous donner une idée, la tagline de l'éditeur, c'est que leurs jeux ne sont pas à plus de 9 livres 99. Et que donc, pour entre 14,99€ et 19,99€, on peut quand même se payer un bon petit plaisir basé sur une vieille licence qui a bercé votre enfance ou sur un jouet que votre enfant adore. Le contenu de leur jeu est censé être... Voilà, par exemple, là je suis mort, je sais pas vraiment pourquoi, je sais même pas qui m'a vu. Alors essayons de rester accroupi pour rester plus furtif. Haha. Et verrez que ça marche déjà mieux. Alors le contenu de leur jeu est censé être safe et un bon challenge cheap pour leurs acheteurs. C'est-à-dire pour des crétins ou des pauvres gens comme moi qui sont là pour la vanne. Leur hit, Captain Scarlet, tiré de la fameuse série qui était adaptée elle-même d'une série télé avec des pauvres marionnettes comme les Thunderbirds. Les Thunderbirds aussi sont là. Action Man, Atom, basé sur le nouveau dessin animé. Jumanji, basé sur le vieux jeu tout pourri avec... le vieux film tout pourri, excusez-moi. Lapsus révélateur avec Robin Williams. Nous avons aussi Casper, le gentil fantôme teubé, Xena, qui était une princesse barbare il y a 10 ans, mais qui maintenant est surtout au chômage. Et des vieilles licences Hanna-Barbera comme les Flintstones ou les Fous du Volant. Mais vous inquiétez pas, Scooby-Doo est en sécurité, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc, Beverly Hills Cop, ne l'essayez pas, ne l'achetez pas. Beautiful Joe 1 et 2, nous allons donc pouvoir vous présenter toute la série d'un coup. Alors vous vous demandez certainement pourquoi j'ai mis autant de jeux Capcom d'un coup. C'est très simple. Au plus j'en fais maintenant, au moins je dois en faire la saison prochaine, ça m'arrange, je suis en train de me faire un petit plaisir, je parle de jeux que j'aime. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis plus motivé pour parler de jeux que j'aime que de jeux que j'emmerde. Donc Beautiful Joe est un jeu qui a de nombreuses ressources et de nombreux styles stylistiques particulièrement drôles. Nous voyons bien que c'est un personnage crétin à l'américaine comme dans les sitcoms, mais en plus il a la particularité de se transformer en super-héros japonais à la con, comme dans les qui me plaisent énormément, les tokusatsu, c'est-à-dire comme dans XOR, ou avec un style inspiré des Sentai, c'est-à-dire inspiré, tenez-vous bien mesdames et messieurs, des Bioman, donc des Power Rangers, pour vous donner une idée un peu plus occidentale. Pourquoi parler de ce titre? Simplement parce qu'il est signé par 2 très grands noms du monde du jeu vidéo, comme Hideki Kamiya, et plus important, Atsushi Inaba, c'est l'homme qui nous a fait cet ovni, cet objet vidéoludique non identifié, sortir sur Xbox, s'appelait Teki Steel Battalion, qui était tout simplement le plus grand jeu de combat de robots à la MechWarrior de tous les temps. C'est aussi l'homme qui a fait Okami, un des meilleurs clones de Zelda et probablement l'un des rares jeux à être capable d'un petit peu dépasser la formule, et surtout c'est l'homme qui a fait God Hand,
un des meilleurs beat'em up 3D des 10 dernières années. Mais avant de ces quelques coups d'éclat, il était aussi capable de révolutionner le monde du beat'em up 2D avec ce jeu qui emprunte au monde cinématographique tant ses power-ups que ses mises en scène, que son scénario, que ses plaisanteries, que c'est y a trop de queue dans cette phrase, donc je vais devoir en commencer une nouvelle en pensant à un point. C'est donc le grand renouveau d'un style made in Capcom, popularisé par Capcom, c'est-à-dire le beat'em up 2D, ici représenté en 3D, mais qui se joue quand même sur un plan 2D, et avec un super-héros qui déchire, avec une belle petite dose de classe. Beautiful Joe. C'est donc, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques secondes avant un intermède musical nocturne pourri, le jeu qui a révolutionné le beat'em up 2D par plusieurs points de vue. On peut zoomer, on peut ralentir le temps, on peut l'accélérer, et cela a un impact tant sur le gameplay que sur la manière dont on se bat, pour une idée parmi les plus fraîches que j'ai goûtées ces 10 dernières années. J'ai vu Beautiful Joe, ça a été un grand coup de poing dans la gueule. Ça m'a même forcé à reprendre une vieille perversion sexuelle que j'avais, c'est-à-dire que j'ai recommencé à regarder la série Kamen Rider à cause de ce jeu. C'est triste, mais c'est comme ça. Et pourtant, c'est un des meilleurs jeux du genre. On ne peut que lui reprocher son style graphique qui a la capacité, et c'est rare, d'être osé et d'être parmi ces jeux qui étaient censés sortir exclusivement sur GameCube et qui faisaient partie des Capcom 5. Souvenons-nous, Phoenix Machin Brawl, Resident Evil, Beautiful Joe et Killer 7. Et comme on a pu le remarquer, 3 de ces 5 jeux sont sortis et sont devenus des pures bombes de ces jeux qu'on voit rarement et qu'on aimerait voir plus souvent. Nous voici déjà à Beautiful Joe 2, où on voit la petite copine de Joe, Sylvia, qui a elle la capacité de faire se répéter un coup 3 fois, 1, 2, 3, pour peu qu'elle puisse le faire. Il y a aussi la possibilité de tirer, et comme vous allez le voir, j'ai même mis un petit puzzle pour vous montrer comment manipuler le temps, comme dans Blinks, mais en 12 fois plus réussi, est utile. Tout ce que j'ai à dire pour ce titre, c'est que c'est un des titres les plus jouissifs auxquels vous pourriez jouer ces 20 dernières années. Et si vous vous souvenez de mes débuts sur Gamer, c'est aussi le premier jeu que j'ai testé. Et dans ce dernier Push Start, je voulais aussi rendre hommage à un peu ce côté-là de la vie. Donc testez-le, si vous l'avez, rejouez-y, faites sa fête, un des plus grands jeux beat'em up de tous les temps. Alors, au cas où vous vous seriez déjà demandé un jour dans votre vie comment on faisait pour avoir de si bons tests de jeux sur DS, c'est très simple. Voilà, on prend une DS, on la colle au scotch sur un écran en utilisant un clavier comme source d'appui, voyez-vous. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on place son pied, ainsi, près de l'écran, et on espère que quand on l'allume, le pied va pas se casser la gueule. C'est fou, hein? Ouais, je sais. Final Fantasy 3 sur Nintendo DS est un titre signé Hiromichi Tanaka, sur base d'un jeu de 1990 signé Hironobu Sakaguchi, qui était le directeur, Yoshitaka Amano, le character designer, et Nobuo Uematsu à la musique. On se souviendra que Tanaka était à l'époque aussi dans l'équipe qui a travaillé sur la première version de Final Fantasy 3. Et on remarquera aussi que la version DS a été programmée par Matrix Software, l'équipe qui a fait Alundra 1 et 2 pour le compte de Sony. Deux sympathiques clones de Zelda. Sympathiques. Les bonus DS, c'est en 3D, et le titre est un peu plus facile, c'est-à-dire ils ont essayé d'éviter qu'on se prenne tout d'un coup des murs dans la gueule. Pourtant, j'ai trouvé le jeu particulièrement compliqué, mais je ne suis pas très doué en RPG, je dois l'avouer. Les invocations ont été refaites, elles sont plus belles. C'est le premier jeu de la série à en proposer, d'ailleurs, Final Fantasy 3. C'est l'apparition d'Ifrit, Bahamut, Léviathan, Ifrit, Shiva, tout le tintouin. Ce titre n'est jamais arrivé par chez nous avant, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre 17 ans. Qu'est-ce que je dis ? Entre 16 et 17 ans pour pouvoir y jouer. C'est en effet l'un des rares à être resté inédit et à ne pas avoir été refait sur Game Boy Advance
C'est bizarre, mais c'est comme ça, ils ont préféré le faire sur DS. C'est le premier titre de la série à offrir aussi des capacités spécifiques aux différentes classes. Par exemple, le ninja peut balancer des trucs, le voleur peut voler, le chevalier dragon peut sauter, le Dark Knight a sa technique Soul Eater, vous voyez le genre, si vous voyez ce que je veux dire, l'invoqueur peut enfin invoquer tout ça. En bonus sur DS, les personnages ont des noms, et comme vous allez voir, le système de classe vous est expliqué ici. On peut choisir la classe de chacun de ces personnages par rapport à ce que l'on veut qu'ils soient. On veut qu'ils soient un guerrier, un mage rouge, un mage noir, on le choisit, on le fait travailler, au fur et à mesure qu'il devient bon à son boulot, il gagne des points de job, qui améliorent tant ses capacités physiques que sa capacité à faire son job. Voilà, c'est très simple. Si FF2 introduisait par exemple les chocobos, et Final Fantasy 3, c'est l'apparition aussi des Mogs, qui sont ici proposés et utilisés comme les gardiens de la Mog House, qui vous permettent d'envoyer des emails par votre DS à différents potes qui auraient acheté le jeu, si vous avez des potes qui auraient acheté le jeu. C'est pas si loin de ce qu'ils font dans FF12, c'est comme ça. Alors vous allez voir que Bahamut sur DS a quand même encore de la gueule. Ça fait toujours plaisir de voir ce bon vieux Godzilla du pauvre. Vous voulez un avis personnel sur ce jeu? On va le faire très simple. C'est 30 heures de ma vie que je ne reverrai plus jamais, et j'ai eu beaucoup de mal à faire ce jeu, et je l'ai toujours pas fini, je suis dégoûté. Mais l'un dans l'autre, si vous cherchez un RPG sur DS, eh ben, c'est parmi les meilleurs choix que vous avez. Seulement attendez-vous à des petits chargements intempestifs, car de la belle 3D sur DS, ça coûte cher, en temps de chargement, 1 ou 2 secondes à chaque combat. Et voilà, c'est ça ou Pokémon Diamant de toute manière, donc vous n'avez pas vraiment le choix. Mais en soi, c'est un très bon RPG, c'est pas juste un excellent FF. Si vous voyez ceci, c'est que nous en sommes prêts. Excusez-moi. Oh, il est bien, mais il est chaud. Donc, si vous avez vu ceci, c'est que nous en sommes actuellement à la 17e ou 18e minute environ du dernier épisode de la première saison de Push Start. Merci en tout cas de nous avoir soutenus jusqu'ici. Gradius 5 existe et c'est déjà assez remarquable que pour être souligné, en fait. Gradius 5, c'est un jeu sorti en 2004 basé sur une série qui existe depuis le milieu des années 80, qui est édité par Konami, et qui représente probablement l'axe autour duquel s'articule le shmup moderne à scrolling horizontal. On va vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement un système de power-up qui a été repompé allègrement par Taoplan dans Slapfight, par Rare, les ex-potes super méga potes wesh wesh de Nintendo qui à l'époque on faisait dans Cobra Triangle leur propre version de la mouture et dont nous allons bientôt pouvoir vous parler. Aux commandes du Vic Viper, le vaisseau le plus puissant de la galaxie, il faut généralement sauver le monde, plus particulièrement l'univers, de hordes de méchants pas beaux qui sont vraiment pas beaux, ils sont vraiment très méchants. Non seulement c'est un système de power-up, mais c'est surtout un système de power-up qu'on peut un petit peu modifier à son bon vouloir en début de partie. On peut choisir un des 4 types, mais non seulement quand on a terminé le jeu, on peut le modifier totalement. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. On peut le modifier totalement à son envie. Donc, à chaque petite boule jaune qu'on récolte, ce qui est un power-up, on a le droit d'augmenter d'une case sur l'échelle des power-ups, ce qui permet de se dire que les meilleurs sont vers la fin et demandent donc un effort pour être acquis. Le laser, qui remplace le petit piou-piou de base, est déjà le premier pas généralement dans une partie réussie, et le second étant de rajouter des multiple options, des multiples, qui servent évidemment tant à se protéger qu'à attaquer, car l'on peut en bouger l'orientation selon l'un des 4 types de contrôle choisis, de manière à pouvoir se faciliter le boulot. Donc on peut en faire soit un petit bouclier défensif qui arrêtera quelques balles sans que vous ayez à vous en soucier, soit créer un pattern offensif qui marque la plupart de l'écran, ou même se concentrer en un seul point focalisateur pour tuer un boss super vite, ce qui est très important. Alors vous vous dites, Arthur, pourquoi tu nous parles toujours de ces vieilles jeux tout pourris? Bonne question, simplement parce que Gradius 5 est un des plus grands jeux du genre de tous les temps, ce qui est relativement remarquable pour une série qui existe depuis plus de 20 ans. Non, c'est ici le 5e volet de la série principale, car il y a eu des séries Gaiden sur MSX. Si je m'en souviens, il y a eu quelques épisodes sur Game Boy qui n'étaient pas merdiques non plus. Et souvenons-nous surtout que Gradius a aussi aidé l'apparition de la série Parodius, qui a beaucoup de fans dans le monde, dont je fais partie, et qui est le penchant humoristique et rigolo de cette série qui se prend très au sérieux et qui a même des statues de l'île de Pâques comme guise de méchant à la fin. Oui, je ne déconne pas. Ce titre en particulier est développé par Treasure, ce sont des
transfuges chez Konami qui sont partis ailleurs pour créer des jeux qui sont généralement parmi les plus hardcore et les plus efficaces qu'on puisse créer au monde, même si je déteste ce terme hardcore. Pour vous donner une idée, Gunstar Heroes c'est eux, Guardian Heroes c'est eux, Dynamite Headdy c'est eux, si j'ai bon souvenir, Radiant Silvergun c'est aussi eux. Et dans ce cas-ci, ils ont aidé K7, qui était un des studios internes de Konami, qui en 2002-2003 a été commissionné pour créer une suite à Gradius et qui en était parfaitement incapables. Ils ont été commissionnés donc pour réussir ce pari. Ils se sont donc aidés de G-Ref Studio, les responsables de ces shmups Bullet Hell comme Senko no Ronde ou Under Defeat. Waouh, je le tiens bien mon texte là. Produit par Yasushi Takano, ce titre est dirigé par Atsumoto Nakagawa et Hiroshi Yushi. Je ne sais pas pourquoi je le dis vu que la plupart des gens s'en tapent, mais c'est pour faire genre on en a quelque chose à taper de qui est l'auteur. Alors voilà. G-Ref s'occupe de certains décors, s'occupe d'optimiser certaines animations, et la plus particulière importance d'influence de Treasure dans ce jeu, c'est l'apparition de boss à multistage, ce qui n'est pas forcément dans le style Gradius mais qui ne déplaît pas. Et bien sûr, le fait que la hitbox, donc la taille que le vaisseau occupe à l'écran, a été minimisée à une expression de la plus pure et la plus simple et la plus petite jamais créée dans la série. Ce qui est assez rare, parce que dans Gradius, on crève surtout en touchant les murs quand on commence. Donc, voilà. Le mode Weapon Edit, comme je l'ai dit, fait son retour, c'était une première depuis Gradius 3, si j'ai bon souvenir. Et on remarquera que la musique de ce titre est signée par Hitoshi Sakamoto, qui a lui-même travaillé sur Vagrant Story, Radiant Silvergun. Donc vous voyez que ce ne sont pas les premières branques venues qui se ramènent pour jouer ce titre, ce sont effectivement des spécialistes de la spécialisation du shmup 2D qui vous créent l'un des shmups mainstream les plus accessibles et en même temps les plus durs de l'histoire du shmup. Alors, voilà, j'ai à peu près fini tout ce que j'avais à dire dessus. C'est assez sidérant parce que j'avais quand même 3 foutues pages. Alors, nous avons remarqué que parmi les principaux stigmates de la série, nous avons les corps. Il dit tout le temps « Destroy the core » ou « Destroy the eye », tout ça. Et c'est un des rares jeux qui n'hésite pas à vous chambrer, excusez-moi, c'est l'habitude, à vous chambrer en temps réel, comme vous allez voir tout de suite, avec ce magnifique game over que je vais me prendre en quelques secondes, et ce jeu taquin qui va me dire « Je le sais !» Après cet épisode-ci, nous allons pouvoir vous proposer un petit épisode making-of de l'année, avec 1 ou 2 tests exclusifs, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas totalement chiant. Et nous aurons aussi la possibilité, à ce moment-là, de vous demander à vous, le spectateur, plus particulièrement le gamersien, de participer et d'apparaître dans l'émission. Comment? C'est très simple, nous aimerions, c'est-à-dire moi et moi-même, et moi, et encore moi, donc ça fait 4 ou 5 nous aimerions que vous, si vous avez une question à poser, un délire à faire partager, mais plutôt une question, ça me plairait plus, et que vous savez en faire une vidéo, que vous pouvez lâcher un commentaire dans le thread qui soit utilisable, quelque chose de drôle, quelque chose de pertinent. Si vous voulez me poser par exemple une question sur ce que je pense du renouveau de la compagnie Capcom en 3 jeux par Keiji Inafune sur Xbox 360, ça va. Si vous voulez me demander quelle taille de pompe je fais, c'est du 46. Taille fillette, 46 taille fillette évidemment. Kemco, en l'an 2000, a eu le terrible honneur de pouvoir adapter Daikatana, l'un des plus mauvais FPS de tous les temps, sur Game Boy Color. Un peu d'histoire est peut-être nécessaire, car souvenons-nous, Daikatana, c'est le projet chouchou de John Romero. John Romero, au début des années 90, au milieu des années 90 plutôt, était considéré comme un dieu vivant, une rockstar du jeu vidéo, capable de transformer tout ce qu'il touchait en or ou en gore, l'un ou l'autre, l'un les deux même. Après avoir participé à Doom, Doom 2, les expansion packs, Quake, XN et sa suite, John Romero a décidé de quitter ID Software, de manière parfaitement assumée, pour fonder chez Eidos Iron Storm, de manière à pouvoir travailler sur son projet phare, Daikatana. Daikatana, on s'en souvient, après une pub où John Romero vous proposait de devenir sa pute, ou plutôt sa salope si j'ai bon souvenir, a décidé donc de faire ce titre qui était un titre, ma foi, relativement précurseur, dans le sens que c'est un très mauvais FPS, avec voyage à travers le temps. L'histoire du titre, très simple, nous avons Hiro Miyamoto, qui s'appelle Hiro comme dans Heroes, et qui, comme dans Heroes, doit aller voyager dans le temps pour récupérer une épée mystique qui lui servira à se battre contre un virus qui se propage et qui tue le peuple. C'est là que l'analogie entre avec Heroes s'arrête, parce que si Heroes est une bonne série télé, Daikatana est un très mauvais jeu à base de voyage dans le temps.
Certes, il y avait de la difficulté, il y avait du choix, il y avait du coup de niveau, il y avait du voyage intertemporel, mais c'était un très mauvais titre. Bizarrement, sur Game Boy Color, le jeu s'en tire vachement mieux. C'est pas un FPS comme vous pouvez le voir, c'est un clone de Zelda. Clone de Zelda! Et d'une manière ou d'une autre, le jeu s'en tire très bien. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas une daube sans nom. La musique est potable, ce qui est quand même un minimum sur Game Boy Color. C'est d'ailleurs, je pense, le premier titre Game Boy, et plus précisément le premier titre Game Boy Color que nous présentons dans l'émission, donc ça fait plaisir de commencer avec de la qualité. Toujours est-il qu'il reste le plus important, le scénario, l'interrelation entre les personnages, comme vont bientôt croiser Superfly Johnson, qui aide Hiro Miyamoto dans sa recherche de Superfly Johnson, un noir, comme vous pouvez vous imaginer, vu qu'évidemment tous les blancs américains pensent que les noirs s'appellent Superfly Johnson, hein? Comme le héros du film Superfly, j'imagine, hein? Voilà, je veux dire, merde quoi, c'est n'importe quoi. Évidemment, toutes les petites jobs s'appellent Mikiko, hein, je veux dire, ça peut pas s'appeler Geneviève ou Maurice ou quoi, non, Mikiko. Et toujours est-il que pendant 5 à 6 heures, on se bat, on va dans le temps, on va dans le futur, on remonte dans le passé, on visite des châteaux médiévaux, chinois, japonais, on va en Grèce antique, on va en Grèce antique, on se bat contre des crétins, on passe dans des téléporteurs, et voilà. Je peux pas vraiment vous le conseiller, mais comme curiosité, c'est pas mal. Il y a même moyen de sauter une princesse, regardez. Allez, vas-y, mec. Il n'y a pas vraiment moyen de sauter une pause. Enfin, essayez-le, mais l'achetez vraiment pas. Merci de nous avoir regardés. Et par nous, je veux dire moi et mon équipe qui n'est actuellement pas présente parce qu'ils ont mieux à foutre. C'est triste, mais c'est comme ça. Merci pour tout et on se retrouvera à la prochaine saison. The King of Dragons est un jeu de Capcom en coréen, sorti en 1991 en arcade et en 1994 sur Super NES. Pour moi, The King of Dragons est le début du hack and slash console et arcade. Je vais m'expliquer. Je sais qu'on attribue actuellement les théoriciens du beat'em up, les académiciens de la castagne, voudraient que ce soit Golden Axe de Sega sur Mega Drive de 1989 et un peu avant, qui soit le chef de la tête de file du hack and slash moderne. Mais celui-ci représente, avec toute la morgue Capcom habituelle, c'est-à-dire des jeux magnifiques au son incroyable et à la jouabilité exemplaire pour l'époque, représente le premier exemple moderne. On gagne des experience points, en haut à gauche, EP, en ramassant de l'or, en tuant des ennemis, et quand on bat des boss, on a droit à une nouvelle arme que l'on équipe, et qui augmente tant votre puissance que la longueur de votre attaque, ce qui quand même est absolument tous les clichés du hack and slash moderne. Pourrais-tu parler plus vite? Oui, je le pourrais. On a aussi le choix entre différentes classes de personnages, un elfe, un magicien, des guerriers, au nombre de 3, c'est-à-dire un nain qui saute bien, mais qui tape pas loin, un clerc, qui est bébert, mais qui a une chouette armure, et qui est très résistant et qui tape assez fort, et le guerrier qui a le plus de HP, qui est en fait votre all-round, comme on dirait en CS, c'est un gars qui sait tout faire. Toujours est-il que je préfère les mages parce que je ne trouve que se salir les mains avec le sang de ses ennemis, c'est tellement plouc. Sur une note personnelle, c'est aussi le premier titre que j'ai fini en arcade, mais ça, tout le monde s'en fout. Mais c'est ma petite anecdote, à l'époque, j'avais fini avec ma maman, ça nous avait coûté 500 balles. Belge, pas des euros, faut pas déconner. Toujours est-il que pour moi, c'est donc l'exemple moderne du hack and slash, dans tout ce qu'il représente de un peu chiant, un peu répétitif, mais fort jouissif. Alors, j'ai aussi des choses à dire. Le scénario de ce jeu est magnifique. On est au royaume de Malus, et pas de bonus, hein, faut pas déconner, hein, c'est pas une pub pour la lessive non plus. Et on doit battre Gildis, un méchant dragon qui est très puissant et qui est très méchant et qui a vraiment beaucoup d'or et qui est vraiment très très méchant. Et on a des petites cutscenes au milieu qui expliquent le scénario de manière assez ridicule, j'en ai laissé une ou deux. Le dragon rouge Gildis s'est levé de son sommeil. Les hommes du Nord sont peuplés par des Strums. Je traduis littéralement et plus vite. Le truc qui me plaît le plus, probablement dans ce titre, c'est évidemment la musique. La musique, évidemment, n'est pas signée par n'importe. Regardez-moi comme c'est une jolie image. Elle est signée par Yoko Shimomura, qui est responsable des musiques de Little Nemo in Slumberland sur NES, un très grand titre, Street Fighter 2, où il ne faisait que quelques sons, il y a un autre gars qui s'occupait des restes. Pour Capcom, il a encore fait Breath of Fire avant de se cacher chez Square, où il a enchaîné, tenez-vous bien, Tobal numéro 1, Front Mission, Parasite Eve, excusez-moi, Legend of Mana et surtout Kingdom Hearts. Donc, sans le savoir, vous avez entendu de la musique de ce gars,
Et ce gars, vous réécoutez sa musique dans le jeu. C'est magnifique, hein, c'est le hasard. J'ai aussi des choses à dire sur ce titre, c'est très important. C'est un des jeux à posséder le power-up Yashishi. Le Yashishi est un power-up qui était présent dans beaucoup de jeux Capcom et qui est l'équivalent Yashishi. Voilà le Yashishi. Et chaque fois qu'on verra le Yashishi dans cette vidéo, je vais dire Yashishi. Et vous êtes censé répondre chez vous Yashishi. C'est con, mais c'est comme ça. Et j'espère qu'au moins une personne dans le monde le fera, comme ça je ne serai pas seul à être stupide chez moi tout seul. C'est aussi, on peut remarquer que certaines voix sont tirées de films de la Toho, des Kaiju Eiga, donc, comme Anguirus ou King Ghidorah. Et on remarquera aussi que c'est très important, à chaque fois qu'on gagne Yashishi, à chaque fois qu'on gagne un niveau, ici, on fait Oh, comme dans la vraie vie pendant une partie de Donjons et Dragons. C'est magnifique, hein. Pour terminer sur une anecdote, ce jeu est le symbole même de ce que deviendront ensuite les hack and slash Capcom, comme par exemple les Donjons et Dragons qui sont sortis sur arcade et sur Saturn. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.